Radio-Canada. Alors bonjour. D'abord, en Mauricie, un homme de 26 ans, Mario McKenzie, de Saint-Stanislas, a été condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté de transmettre le virus du sida. Le président du Conseil du Trésor, Daniel Johnson, a confirmé que le prochain budget québécois ne contiendra aucune hausse d'impôts ou de taxes. Et la grue qui effectuait du déglaçage sur la rivière Matane s'est retrouvée au fond de la rivière après avoir défoncé le couvert de glace. Au revoir donc et à plus tard. Donnez plus de fraîcheur à votre sourire avec Polydent Ultra efficace. Avec son ingrédient de rince-bouche à la menthe, il rafraîchit votre dentier tout en le nettoyant. Polydent Ultra efficace ou Polydent pour fumeurs. Pour avoir un dentier fraîchement propre. Savez-vous ce que vous pouvez louer pour seulement 169 $ par mois pendant 36 mois? Une Pontiac Sunbird LE 93. Pour seulement 169 $ par mois, vous avez un moteur de 111 chevaux, des freins anti-blocage et une boîte manuelle à 5 vitesses. Pour seulement 169 $ par mois pendant 36 mois, une radio AM/FM stéréo et l'assistance routière Pontiac. Voyez la Pontiac Sunbird. Pontiac, la passion de conduire. Bifoco? J'aurais l'air de mon père avec des doubles foyers, de mon grand-père. Et si je procédais à quelques ajustements subtils, peut-être que personne ne remarquerait la ligne de séparation. Tous ces artifices. Non, ça ne marchera jamais. Pour ceux et celles qui refusent d'être vus avec des doubles foyers, nous offrons le parfait remplacement. Varilux, les doubles foyers qui n'en ont pas l'air. Demandez les Varilux Decilor chez votre professionnel de la vue. Il n'y a pas de meilleur moyen de nettoyer ses dentiers que de les brosser avec Denticrème, le dentifrice conçu spécialement à cet effet. Sa formule unique garde vos dentiers étincelants de propreté et vous aimerez son goût de menthe fraîche. Denticrème, souriez. Partagez la vie de 3 familles sous un ciel variable, mercredi 20h. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil de la langue française du Québec recommande au gouvernement Bourassa un assouplissement de la loi sur l'affichage, ce qui permettrait aux petits commerces qui ne sont pas incorporés d'utiliser le français et une autre langue. Quant à l'accès à l'école anglaise, c'est le statu quo que recommande le Conseil. Là-dessus, Christine Saint-Pierre est à notre bureau de Québec. Elle a consulté cette étude. Bonjour, Christine. Bonjour, Suzanne. On sait que M. Ryan doit cette année adopter une nouvelle loi sur la question linguistique. Il a donc maintenant un avis qui assouplit les questions sur l'affichage. Oui, l'avis du Conseil est unanime sur la question de la loi 178. Il recommande l'assouplissement de la loi 178 pour permettre aux petits commerçants d'afficher dans les 2 langues à l'extérieur. Le Conseil s'appuie sur un sondage CROP qui a été commandé en janvier et qui dit que les 2 tiers des Québécois seraient prêts à des assouplissements à la loi 178. Les Québécois estiment que le français à l'école et le français au travail sont des éléments plus importants pour protéger le français. Alors, le Conseil croit que son avis va passer le test de la Charte des droits et libertés. On va entendre le président là-dessus. Allons-y. Le Conseil est bien conscient qu'en recommandant la solution des propriétaires indépendants, il ne propose pas des modifications à la Charte qui seraient exemptes de toute possibilité de contestation juridique. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que notre recommandation pourrait passer avec succès le test de la Charte des droits. Christine, les anglophones seront sans doute déçus de voir qu'on propose le statu quo en matière de langue d'enseignement, que seulement les enfants dont les parents ont été dans d'autres provinces anglophones du pays pourront s'inscrire dans les écoles anglaises. Oui, les anglophones réclament l'accès plus large à l'école anglaise. Ils voudraient que les anglophones qui viennent d'autres pays puissent aller à l'école anglaise. Là-dessus, le Conseil recommande le statu quo. Il estime que la population, la clientèle dans les écoles anglophones va se stabiliser, puis augmenter un peu plus tard. Alors, on va entendre encore le président à ce sujet-là. Mais les anglophones, même s'ils souhaitent que, disons en majorité, comme le montre le sondage léger, s'ils souhaitent que la règle soit modifiée, ils ne sont pas moins conscients de l'efficacité de la règle. Donc, nous, c'était l'efficacité de la règle qui nous apparaissait comme déterminante, pas le fait que les gens décident que ça devait être modifié ou pas. Ce sera au tour maintenant du ministre Claude Ryan de se prononcer, Christine. Oui, c'est ce qu'on saura cet après-midi. Il a convoqué la presse à 14h. Christine Saint-Pierre, je vous remercie. Au revoir.
Eh bien, le dossier des difficultés de Nationair s'épaissit. Le plus gros client de Nationair en saison estivale coupe maintenant ses liens avec le transporteur en difficulté. Le grossiste Nouvelle Frontière, dont le siège social est à Paris, doit annoncer sa décision demain à Montréal. André Bédard est dans la salle des nouvelles. Il en sait plus sur cette question. Bonjour André. Bonjour Suzanne. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, comme vous le disiez, c'est le plus gros client d'été de Nationair. C'est une quinzaine de destinations en Europe et 5 en Amérique du Nord. On a décidé de quitter Nationair. Le choix qui s'offrait, c'était d'aller à Air Transat, mais c'était se jeter dans les bras d'un concurrent. On a opté, semble-t-il, pour que ce soit au Québec, à la destination de Mirabel, la compagnie Royal Air, qui appartient à Michel Leblanc, l'ancien propriétaire de Québécois, qui effectuera le travail avec un Lockheed de 10-11, et la partie française sera desservie par une compagnie qui s'appelle Corsair. C'est beaucoup de sièges, beaucoup de destinations. C'est 75 000 sièges. C'est énorme. Est-ce que c'est le premier à faire une telle annonce? Non. Déjà, il y a quelques jours, Tour Montréal, Jet Vacances ainsi que Nolitour avaient annoncé leur départ de Nationair pour aller du côté d'Air Transat. C'est quand même un coup fatal à porter à Nationair qui reçoit son lot de tuiles de ce temps-ci. Oui, c'est un coup dur. On a parlé après le Mexique de menaces des Anglais de saisir des appareils de Nationair qui iraient en sol britannique. Et la menace était tout à fait vraie, mais pour faire son vol Toronto-Glasgow-Manchester hier, Nationair a utilisé un subterfuge en retardant son vol pour utiliser un appareil que Nationair loue à British Caledonian pour l'envoyer à Glasgow et à Manchester en se disant que quand même les Britanniques ne saisiraient pas un de leurs propres avions. Le 31 mars, c'est jour d'échéance, je crois, pour la question des assurances des compagnies d'aviation. Oui, tout à fait. Pour Nationair, il y a des échéances qui viennent dès ce soir et la loi est très stricte là-dessus. Si un transporteur ne paye pas ce qui est dû, à minuit, 1 minute, il perd carrément son permis de voler. Donc, tout doit être réglé pour minuit. Et Nationair nous assure que ce sera fait ou que c'est fait et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais sur un an, c'est environ 5 millions de dollars et le premier trimestre est payable dans quelques heures, soit un peu plus d'1 million de dollars. André Bédard, je vous remercie. Au revoir. Et puis les passagers de Nationair qui étaient retenus à Cancun, au Mexique, depuis dimanche, à cause des comptes en souffrance du transporteur, sont arrivés à Mirabel vers 2 heures ce matin. Une cinquantaine de vacanciers, les derniers passagers de Nationair qui étaient encore retenus à l'étranger, ont donc été ramenés à bord d'un avion spécialement affrété. Ils sont plus de 1000 à avoir subi des retards à Cuba, en République dominicaine et au Mexique au cours des derniers jours. Les voyagistes demandent à Ottawa d'intervenir, sinon, selon eux, Nationair devra fermer ses portes. L'économie canadienne est restée en état de croissance pour un 2e mois consécutif en janvier. La croissance a été de 0,2% alors qu'elle avait atteint 0,4 en décembre. Ce sont donc les meilleurs résultats pour 2 mois consécutifs en plus de 2 ans. Le prix des médicaments d'origine vendus sur ordonnance est plus élevé au Canada que dans presque tous les autres pays industrialisés. C'est ce que révèle une étude interne du gouvernement fédéral, une étude qui plonge d'ailleurs dans l'embarras le gouvernement Mulroney, qui avait promis que sa nouvelle loi C-91 sur les brevets pharmaceutiques ne pénaliserait pas les consommateurs. Julie Méville-Dechaine est à notre bureau d'Ottawa. Julie, vous avez pu parcourir rapidement cette étude, donc les grandes lignes. Alors d'abord, c'est important de dire que Benoît Bouchard ne conteste pas la validité de cette étude puisqu'elle a été faite par l'agence gouvernementale qui est chargée de contrôler le prix des médicaments. Alors cette étude a étudié 177 médicaments prescrits et là-dessus, le prix de 105 médicaments canadiens est supérieur à la moyenne dans 7 autres grands pays industrialisés. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, nos médicaments, dans 80% des cas, sont plus chers qu'en France et aussi les médicaments canadiens sont plus chers dans 38% des cas qu'aux États-Unis. Un tableau assez accablant. On ne nie pas qu'il soit légitime. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Bien, du côté du gouvernement, évidemment, ça plonge un peu le gouvernement dans l'embarras parce que vous vous rappelez, autour de toute la controverse qui a entouré le projet de loi C-21, puis ensuite le projet de loi C-91 sur les brevets pharmaceutiques, eh bien, le gouvernement avait toujours dit, écoutez, les consommateurs ne paieront pas la note. On a interviewé Benoît Bouchard ce matin qui dit, quand même, ne nous inquiétons pas, on a maintenant les outils grâce à la loi C-91 pour contrôler la situation, pour rabaisser les prix si effectivement on juge que ces prix sont trop élevés. Alors, si vous voulez bien, on va écouter Benoît Bouchard là-dessus. Si effectivement il y a des abus, bien écoutez, encore une fois, je serais inquiet si je n'avais pas de mécanisme pour corriger la situation. Mais on a ce qu'il faut pour le faire. Et nous allons le faire. Le Bureau fédéral pour le contrôle des prix des médicaments existe. Il a les pouvoirs de le faire. Est-ce qu'il l'a fait ou non? J'ai été clair avec M. Eastman la semaine dernière.
J'ai demandé que ce soit fait. C'est quand même une étude qui va réalimenter le débat, Julie. Ah, tout à fait. On peut s'attendre à ce qu'il en soit question au Parlement cet après-midi. Déjà, les manufacturiers de médicaments contestent la validité de cette étude et aussi du côté de l'Association des consommateurs, on dit qu'on s'attendait à des hausses de prix majeures et on dit aussi que l'agence gouvernementale chargée de contrôler le prix des médicaments n'a pas suffisamment de pouvoir pour le faire. Julie Miville-Dechaine, je vous remercie. Au revoir. Sur la scène étrangère maintenant, en Bosnie, bien que le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche tienne toujours, l'horreur se poursuit sous de nouvelles formes. 6 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière à Srebrenica lors d'une bousculade pour monter à bord de camions de l'ONU qui étaient venus évacuer des réfugiés. 2 enfants ont été piétinés sous les yeux des casques bleus qui n'ont rien pu faire pour contenir la foule. Et 4 autres personnes sont ensuite décédées en cours de route, étouffées dans les camions bondés. L'ONU estime qu'il y a encore de 30 à 40 000 réfugiés à Srebrenica. On craint une répétition des scènes désolantes de ce matin. Quatre soldats canadiens du contingent envoyé en Somalie font l'objet d'une enquête à la suite du décès d'un civil à Beledweyne, au nord-ouest de Mogadiscio. Le Somalien avait été capturé le 16 mars alors qu'il essayait de s'infiltrer dans le camp des Canadiens. Il a ensuite été retrouvé sans vie dans sa cellule. L'un des soldats impliqués dans cette affaire aurait tenté de se pendre et il a été rapatrié au pays. L'enquête se poursuit. Aucune accusation n'a été portée. Après la pause, quel avenir réserve-t-on à l'enseignement de l'éducation physique au cégep? Que diriez-vous d'un bon cappuccino comme au café? À savourer instantanément, chez vous. C'est nouveau, de Nescafé. Oui, c'est ça. Le transfert sur Service Watts vous permet de réaliser d'importantes économies. Ça vous va? On vous transfère dès maintenant. Gauthier et Fils sont prêts pour transfert sur Service Watts. Le nouveau service Watts de Québec Téléphone pourrait vous faire réaliser des économies allant jusqu'à 60% sur vos frais d'appel interurbains. Québec Téléphone a mis sur pied ce nouveau service avec une idée en tête, rendre votre entreprise plus performante. Québec Téléphone, le côté affaires de la technologie. Cette dame-là a les moyens d'économiser 10% sur toutes les marchandises chez La Liberté, tout simplement parce qu'elle y entrepose sa fourrure. La carte privilège La Liberté lui permet de magasiner tout ce qu'elle veut à 10% de rabais toute l'année. L'entreposage Fourrure La Liberté, c'est d'abord se donner les moyens d'économiser. Nous attendons toujours le projet de réforme de l'enseignement collégial de la ministre Lucienne Robillard. Les quelques fuites dont nous avons déjà parlé touchent plusieurs secteurs, en particulier celui de l'enseignement de l'éducation physique. On sait que la ministre s'est ouvertement interrogée sur la pertinence de maintenir les 4 cours obligatoires pour les cégepiens. Et elle n'est pas la seule à mettre en doute la valeur de cet enseignement. La Fédération des cégeps elle émet aussi des réserves. Mais, et on s'en doute, pas les éducateurs physiques, eux, qui veulent un débat là-dessus. Le reportage de Solveig Miller. En 1964, l'enseignement de l'éducation physique devient obligatoire au Québec au niveau primaire, secondaire et collégial. Pour la première fois, on accepte le principe selon lequel l'éducation du corps constitue un des éléments fondamentaux de la formation intégrale de l'individu. 30 ans plus tard, on remet en question l'enseignement obligatoire de l'éducation physique dans les cégeps. Ce qui m'agace beaucoup dans tout ça, c'est qu'on élimine cette valeur qu'on reconnaît
dont on reconnaît tellement de bienfaits, qui a été chanté par tous, et puis qu'on élimine, qu'on l'évacue du système éducatif au niveau collégial. Et puis ma crainte aussi, c'est que ce soit la pointe de l'iceberg. Je veux dire, en ce sens que si on le fait au collégial, on aura peut-être la tentation de le faire au niveau du secondaire ou au niveau du primaire. Un rapport du ministère de l'Éducation révèle que 60% des élèves du primaire ne reçoivent pas leurs 120 minutes de cours d'éducation physique par semaine. Au secondaire, c'est près de 14%. Conséquence, les jeunes Québécois de 10 à 19 ans sont les écoliers les moins actifs au pays. Et c'est également ici que la population a la moins bonne condition physique au Canada. Tu en as fait 10 dans la première? Dans la première série, oui. Là, tu fais le maximum de répétitions possible? Selon la Confédération des éducateurs physiques, l'enseignement de l'éducation physique au collégial est essentiel pour maintenir une bonne santé et développer de saines habitudes de vie. Nous, on est persuadés, de par les recherches qui ont été effectuées sur le sujet, que c'est en agissant sur les attitudes qu'on peut vraiment développer des comportements responsables pour les prochaines années et des attitudes qui auront des effets à long terme pour toute la vie. On veut que l'individu soit conscient d'une bonne santé, pas seulement à l'âge de 17, 18, 19 ans, mais jusqu'à la fin de ses jours, et qu'il prenne les décisions qui s'imposent. Et à ce moment-là, il faut qu'il découvre, qu'il expérimente lui-même les bienfaits d'une bonne condition physique à travers différentes formes d'activité physique. Avec études à l'appui, les professeurs vont jusqu'à dire que les cours d'éducation physique contribuent à la prévention de la criminalité. Ce qui est à l'origine souvent de la criminalité, c'est souvent le sentiment d'échec, le sentiment de rejet, le sentiment d'isolement, éprouvé par des individus qui, conséquemment, risquent d'exercer une certaine violence contre l'environnement, les autres et même contre eux-mêmes. Et à l'intérieur des cours d'éducation physique, nous structurons nos situations d'apprentissage de façon à ce que l'étudiant puisse appartenir davantage à un groupe, qu'il puisse s'intégrer davantage. On essaie de fixer des seuils de réussite qui sont atteignables, de sorte que les habiletés qu'il apprend, il a l'occasion d'éprouver le plaisir de réussir des nouvelles habiletés qu'il connaissait absolument pas. Mais la Fédération des cégeps met en doute les effets à long terme de l'enseignement de l'éducation physique au collégial. Un sondage du Conseil permanent de la jeunesse mené auprès de 1500 anciens étudiants cégep démontre que même si 92% des jeunes se disent satisfaits des cours d'éducation physique, 67% d'entre eux affirment avoir cessé l'activité physique après leurs études. Cela dit, la Fédération croit que l'expertise développée depuis 25 ans dans les cégeps doit être mise à profit. Il est clair que nos étudiants manquent de formation en langue maternelle, en langue moderne, qu'ils n'ont pas de formation historique. Où est-ce qu'on va les prendre, ces heures-là? Il faut faire un réaménagement. Que l'éducation physique, à l'occasion, en soit touchée, oui, c'est très frustrant. Ça n'est pas pour autant un jugement de valeur, parce que les objectifs qu'il y avait là-dedans, nous pouvons quand même les maintenir, mais pas nécessairement par le biais de cours crédités. La Fédération des cégeps demande que soit levée l'imposition nationale des 4 cours d'éducation physique obligatoires. Les collèges voudraient être libres de les mettre ou non au programme. En remplacement, on propose des activités physiques non créditées. On offrirait aux étudiants l'occasion de faire de l'activité physique, n'importe quel sport, à l'intérieur de nos locaux. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de stratégie d'intervention, il n'y a pas de situation d'apprentissage, il n'y a pas de contexte favorable à l'atteinte de ce type d'objectif. Il n'y a surtout pas d'évaluation des apprentissages qui permettrait à l'étudiant de prendre conscience des progrès qu'il a réalisés, qui permettrait à l'étudiant d'éprouver la sensation de maîtriser une nouvelle technique et qui lui donnerait toutes les chances, éventuellement, de développer des attitudes favorables à la pratique de l'activité physique. Et là, je vais placer les genoux loin en arrière. Est-ce que ces objectifs sont atteints par les cours qui se donnent actuellement? La ministre de l'Éducation, Lucienne Robillard, en a douté ouvertement en commission parlementaire. Les professeurs répliquent qu'avant de condamner, une étude sérieuse de leur enseignement s'impose. Si on prend comme excuse que certains cours en éducation physique ne seraient pas appropriés, bien que les objectifs soient louables et valables, si on prend ça comme excuse pour dire on va éliminer les cours d'éducation physique, il faudrait prendre le même raisonnement et l'appliquer aussi aux autres matières académiques.
Selon nos informations non confirmées par le ministère de l'Éducation, le projet de loi réduirait à 2 le nombre de cours obligatoires crédités pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. Solveig Miller pour l'Édition Magazine. Après la pause, Claude Mouton, la voix des Canadiens, est mort du cancer à l'âge de 61 ans. Sublime, grandiose, unique, l'intégrale Beethoven. L'Orchestre de chambre Gilles Auger vous présente les 9 symphonies au Palais Montcalm les 3, 10 et 17 avril à 19h30. Venez vivre l'événement musical de la saison sous la direction de Gilles Auger, accompagné pour la 9e symphonie des solistes Lynn Fortin, Sonia Racine, André Cloutier et Louis Quilico. Réservez dès maintenant au 670-90-11. Voilà enfin chez nous. Tout est placé. Maman, je peux jouer avec mes nouvelles amies? Oui, oui, ma chérie. Justement, la voisine me disait que depuis les 5 dernières années, Val-Bélair a connu une augmentation considérable de sa population. Oui, oui, plus de 2000 nouvelles familles ont fait comme nous. Tout comme eux, soyez chez vous à Val-Bélair, où la qualité de vie de nos citoyens est primordiale. Val-Bélair, c'est la ville. Le progrès, c'est dans notre nature. Alors, madame, Mitsou, c'est vous la porte-parole de notre nouvelle Volkswagen. Golf. La nouvelle Golf est un gros succès en Europe. Ici, ça va se vendre comme des petits pains chauds, mais comment le montrer? La nouvelle Golf a été complètement remodelée. On aime beaucoup vos vidéos, Mitsou, mais on voudrait pas que notre publicité elle soit trop... Osez? C'est ça. Jamais. À la maison, François a un seul désir, répondre à toutes les attentes de son fils. Au travail, il a la même ambition, répondre aux attentes des entreprises en leur proposant des programmes d'économie d'énergie qui leur permettront d'être encore plus performantes et rentables. Et la beauté, c'est qu'il y aura toujours à Hydro-Québec un expert comme François pour les conseiller le plus sincèrement du monde. Ils font leur entrée dans le monde de la connaissance. Si tu montres à un enfant à bien écrire et à bien lire en première année, il n'aura pas de problème. Le magicien dit macaroni. Yoc, yoc, regarde les étoiles qui brillent dans la nuit. Mais ont-ils vraiment tous les outils nécessaires? Le français au primaire, état d'urgence. Un dossier à voir sans faute, dimanche, 21h45. Et nous passons aux nouvelles du sport avec Marie-Josée Turcotte. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Suzanne. Ce soir, une minute de silence au forum entre les Nordiques et les Canadiens. Oui, absolument. Je pense que tout le monde connaît la nouvelle maintenant. C'est Claude Mouton, qui était le directeur des relations publiques chez le Canadien, qui est décédé donc hier soir à la suite d'un cancer à l'âge de 61 ans. Claude Mouton était l'annonceur maison des Canadiens depuis maintenant 21 ans. Il a également été annonceur lors des matchs des Expos à leur début au Parc Jarry de 1969 à 1972. Claude Mouton a aussi travaillé comme journaliste sportif dans une station de radio montréalaise. Et il a insisté pour faire son travail jusqu'à la dernière journée. D'ailleurs, il était à son poste samedi lors de la visite des sénateurs d'Ottawa au Forum et il voulait être là ce soir au Forum. Sa voix était synonyme du Canadien de Montréal et du hockey en général. Et Claude Mouton laisse dans le deuil son épouse Monique ainsi que ses enfants Pierre et Michel. Et pour le directeur gérant du Canadien, Serge Savard, Claude Mouton, bien sûr, était un précieux collaborateur et selon Savard, le talent de Claude Mouton a été reconnu mondialement après la série du siècle de 1972. C'est une grande perte pour le monde du hockey, le monde du sport à Montréal. Moi, comme individu, je l'ai connu, j'étais à très bas âge, au tournoi Bantam, au 6 jours, ensuite à CKC, ensuite lorsque j'ai fait mes débuts dans l'organisation du Canadien. Claude a été en charge du club de balle, était très près des joueurs et surtout été reconnu internationalement avec la série du siècle en 1972. Alors Claude Mouton qui est décédé hier. Toujours au hockey, avec une victoire de 3-1 contre les Whalers de Hartford, les Bruins de Boston ont requis le deuxième rang de la division Adams, 1 point devant les Nordiques. Et pour la première fois depuis 1987-88, les Bruins marquent 300 buts et plus lors d'une saison. Eh bien, c'est une mauvaise sortie d'abord du gardien Mario Gosselin qui remet la rondelle au défenseur Stéphane Richer qui, lui, ne rate pas sa chance, qui marque son premier but dans la Ligue nationale et c'est 2-0 Boston.
En deuxième période, en avantage numérique, les Bruins ajoutent un autre but à leur avance. Cam Neely, laissé seul, dévie la passe de Adam Oates et Boston gagne 3-1 contre Hartford. À Landover, en première période, les Sabres ont créé l'égalité 1-1 dans cette rencontre. C'est Donald Dodette qui va s'emparer du retour de tir de Dale Hawerchuk. Il marque son 11e, un but marqué en avantage numérique. Et très tôt en deuxième, Keith Jones inscrit le but de la victoire, son 10e cette saison. Washington qui mène à ce moment-là 2-1. Et pratiquement à mi-chemin en deuxième, sur une mise en jeu gagnée par les Capitals, Al Ayafrate marque sur un tir frappé. Victoire de Washington 4-1 contre Buffalo. Et Washington qui a porté maintenant à 3 points son avance sur les Devils du New Jersey au deuxième rang de la division Patrick. Ailleurs, bien, Pittsburgh a défait Ottawa, les Sénateurs 6-4. Un autre but, le 57e cette fois pour Mario Lemieux, une passe également. Il a 141 points, il est au sommet des marqueurs de la Ligue. Il a 3 points de plus que Pat Lafontaine des Sabres. Et avec une 37e défaite cette saison à l'étranger, les Sénateurs ont égalé un record peu enviable, celui donc du plus grand nombre de défaites, un record qui était vieux de 18 ans. Les Islanders de New York ont défait Philadelphie 2-1 et après une absence de 6 rencontres, Benoît Hogg a marqué son 31e but en plus de préparer le 49e de Pierre Turgeon. Et Vancouver a défait Saint-Louis 6-3. Les Blues, toujours privés des services de Brett Hull, qui souffre d'une tendinite au poignet gauche. Dans un autre match, eh bien, c'est Winnipeg qui a vaincu Calgary 5-4. Teemu Selanne, la recrue de l'année, 71e but cette saison, tout à fait phénoménal. Et au Forum ce soir, eh bien, c'est le dernier match en saison régulière entre le Canadien et les Nordiques. Jusqu'à présent, les deux équipes ont remporté chacune 3 victoires. Stéphane Lebeau ne sera pas de la rencontre. Il ne reviendra pas au jeu avant la semaine prochaine. Il est toujours incommodé par une blessure à une cheville. En principe, Ron Extall et Patrick Roy devraient être les gardiens. Et cette rencontre sera présentée à la radio de Radio-Canada et c'est à 19h30, heure de l'Est. Teemu Selanne, c'est un nom qu'on apprend à retenir cette année au hockey, mais oui. là, c'est Greg Rusedski dont il faudrait se souvenir en tennis. Greg Rusedski qui avait connu énormément de succès l'année dernière à Toronto aux internationaux. Il s'était rendu jusqu'en 8e de finale. Il avait été battu par l'éventuel gagnant André Agassi. Aujourd'hui, au Japon, il a causé toute une surprise. Il a défait la 7e tête de série et il va donc continuer dans ce tournoi avec les grands du tennis, les grands favoris. Marie-Josée Turcotte, je vous remercie. Merci, Suzanne. Au revoir. Une surprise qui n'est rien à côté de ce que nous prépare Martine Rousier. Et attention, elle est sérieuse, elle est crédible. Elle ne nous jouerait pas un tour la veille du 1er avril que nous annonçait une tempête de neige. C'est exact. Je sais que c'est difficile à croire, Suzanne, mais c'est officiel, c'est très sérieux. C'est Environnement Canada qui vient d'émettre un avertissement de tempête hivernale pour le sud-ouest québécois. D'ailleurs, on la voit très bien, cette tempête, elle est au sud-ouest des Grands Lacs et elle va se déplacer, mais très lentement, vers l'est cette nuit et aussi demain jeudi. Alors, sur l'extrême sud de l'Ontario, par exemple la région de Windsor, elle va laisser beaucoup de pluie. Et sur le sud-ouest québécois, beaucoup de neige à partir de cette nuit, surtout neige qui sera balayée par des vents très forts. Si on regarde vers le nord, il n'y a absolument rien. On voit que c'est beau grâce à un système de haute pression qui se trouve sur le nord de l'Ontario, le nord-ouest de l'Ontario. Et cette crête traverse le centre du Québec, va vers la péninsule gaspésienne et ensuite vers l'Atlantique. Donc évidemment, c'est beau du côté de l'Atlantique, à Moncton et aux îles de la Madeleine. C'est ensoleillé avec passage nuageux, peut-être quelques averses de neige dispersées parce que de ce côté-là aussi, c'est froid. À Halifax, généralement ensoleillé. À Saint-Jean-Terre-Neuve, c'est nuageux, quelques averses de neige. Du côté de l'Atlantique, les vents sont de modéré à fort. En Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est ensoleillé avec passage nuageux, mais généralement ensoleillé sur la Côte-Nord. Sur l'est du Québec, les vents soufflent entre 20 et 40 km à l'heure. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est parfaitement ensoleillé. À Québec, ensoleillé avec passage nuageux. Puis en Beauce, les passages nuageux sont un petit peu plus fréquents. Puis en général, les vents sont modérés. Dans le sud-ouest québécois, c'est nuageux avec des éclaircies. À Montréal et dans la région des Laurentides, en fin de journée ou ce soir, il y aura une faible possibilité d'averse de neige ou neige fondante. La neige va débuter plus sérieusement au cours de la nuit. Et partout, les vents soufflent entre 20 et 40 km à l'heure. Dans le nord-ouest, en Abitibi, c'est nuageux avec des éclaircies. Au Témiscamingue, nuageux avec un petit peu de neige. À Chibougamau, c'est du beau temps. En Ontario, à Ottawa, nuageux, quelques éclaircies. En fin d'après-midi ou ce soir, il y aura quelques averses de neige fondante. Les probabilités sont de 60 %. Les vents sont modérés. À Toronto et à Windsor, c'est nuageux. Les vents augmentent pour souffler du nord-est à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Pour Windsor, c'est cet avertissement de pluie abondante. La pluie va débuter en fin d'après-midi. À Sudbury, c'est de la neige passagère. C'est venteux. À Hearst, nuageux avec éclaircies, quelques
quelques averses de neige. Et puis à Thunder Bay, c'est beau, soleil, passage nuageux. Dans l'ouest, à Winnipeg, Whitehorse et aussi à Yellowknife, c'est ensoleillé. À Regina, nuageux avec un petit peu de neige passagère. À Edmonton, on attend un dégagement. Et puis à Vancouver, c'est nuageux avec une faible possibilité de pluie au cours de l'après-midi. Donc évidemment, Suzanne, je vous rappelle cet avertissement de neige abondante pour le sud-ouest québécois demain, une quinzaine de centimètres à peu près. Merci beaucoup, Martine. Bye bye. Au revoir. C'était donc l'édition magazine du 31 mars. On ne vous mentirait pas sur le 1er avril. Je serai absente pour le début d'avril. Je vous souhaite donc un bon début de ce mois avec Claude Desbiens qui prend l'antenne. Je vous retrouverai après quelques jours d'absence. Question d'aller faire le plein du sourire et l'étincelle dans le coin de l'œil, voilà, après Pâques. Je vous souhaite aussi de joyeuses Pâques. La neige aura fondu d'ici ce temps-là. Au revoir.